On peut ouvrir un petit peu plus, du coup, finalement, la discussion de manière générale avec le temps qui nous reste. Que j'allais dire, c'est que donc libre de revenir sur les sujets du matin ou de cet après-midi pour toutes les personnes qui sont encore connectées. Puis on invite ceux qui sont en distanciel, s'ils veulent s'exprimer, à lever la main et pour pouvoir prendre la parole, ce qui sera peut-être plus facile que de refaire encore des questions-réponses en écrit. Sur effectivement, voilà, pour revenir sur les aspects globaux de ce qui a pu être abordé à la fois dans la matinée, sur l'aspect de surveillance, de lutte, de moyens de lutte, ultrasons et autres, et puis de ce qui a été abordé aussi dans l'après-midi sur d'autres systèmes. Au moins une question là-haut dans la salle. Enora, s'il te plaît. Bonjour à tous. Oui, une petite question. J'ai vu que tout à l'heure, c'est sûrement une question bête, hein, donc m'en veuillez pas. Tout à l'heure, on a vu que le vent avait eu un rôle à jouer sur la canicule en 2003. Et est-ce que on peut considérer que des activités nautiques, notamment du passage, peuvent aider à lutter contre la prolifération des cyanobactéries? J'admets ma question bête, j'avais prévenu. Le passage, c'est ça qui est la circulation donc des bateaux sur les zones. À la limite, ça peut jouer, non, mais ça peut jouer sur un brassage de surface, on va dire une limitation de stagnation, mais ça reste, je pense, très limité. Puis en plus, le bateau, il a quand même pas une profondeur très importante non plus, donc je pense que ça reste très, très limité. Alors moi, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent apporter. D'intervenir. Oui, vas-y, Jean-François. Il y a dans les étangs piscicoles du Forez et de la Dombe, quand ils avaient des problèmes de bloom de cyano avec des diminutions de l'oxygène, des concentrations en oxygène dans l'eau la nuit en raison de la charge en matière organique trop élevée, dans certains plans d'eau, ils mobilisaient des jet skis ou des hors-bords pour faire des ronds dans l'eau, pour essayer de réoxygéner un petit peu la colonne d'eau et pour essayer de redonner vie aux poissons qui restaient, quoi. Mais c'était assez pathétique généralement. Et bon, ça ne servait pas à grand-chose. C'est une solution qui a vite été abandonnée, mais ça a été testé à certains endroits. Ok, merci. Oui, monsieur Laforgue. Je ne mets pas mon micro, ça me frappe. Oui, non, c'est bon. Non, je voulais juste rebondir sur cette question-là, sur l'histoire des bateaux, en fait. L'impact, il va être de toute façon très marginal, hein. Si on a un plan d'eau qui est stratifié, ça va mélanger la partie qui est en surface, qui est déjà assez homogène, et ça ne déstratifiera pas. Là où le plan d'eau est peu profond et où il est peu stratifié, le risque, c'est plutôt d'aller mélanger les sédiments de fond et de ramener en fait des éléments qui sont sur le fond, qui ont consommé de l'oxygène plutôt que d'améliorer les choses. C'est notamment le problème des péniches en fait, dans des canaux en fait, où on a des dépôts sur le fond qui sont mobilisés. Je ne vois pas très bien en quoi ça pourrait améliorer la situation, ça peut la dégrader si on met en resuspension des sédiments, mais l'améliorer, je suis assez sceptique. Merci. Autre question oui. Alors, une dans la salle déjà, et après, il y aura de nouveau en distanciel. Le micro arrive. Oui, j'active la Fédération française de canoë-kayak. Et dès ce matin, on a eu des interrogations ici ou sur le chat concernant la distinction dans l'instruction de la DGS entre une définition qui est claire sur les baignades et puis une autre concernant les activités nautiques où effectivement il y a une interprétation. Cette distinction, elle est fondamentale pour nous, pour les usagers des activités nautiques. Donc on va effectivement tenter de poursuivre sur ce chemin. Mais au travers des exposés, notamment cet après-midi, les acteurs sur la rivière, le peuple de la rivière, il est effectivement à la fois pluriel et
n'y a pas forcément de relation entre, historiquement, la relation entre les pêcheurs et les kayakistes, voilà, donne le climat. Et il me semble que notamment ce qui a été présenté sur la Dordogne, la Sèvre nantaise et la Moselle, c'est d'être associés, que les usagers soient associés à l'observation. C'est une façon de se connaître mutuellement et de pouvoir non seulement participer à l'amélioration de la connaissance, mais aussi pouvoir s'organiser et utiliser la rivière, chacun selon effectivement ses besoins. Et peut-être peut-on imaginer aussi, puisqu'il y a cette imprécision sur certains types d'usages de la rivière, d'être aussi, de devenir autonome et d'avoir la capacité à pouvoir juger de la situation dont on voit qu'elle peut être très changeante. Et on découvre, mais on l'avait observé, que d'une année sur l'autre, on va avoir prolifération ou pas, alors qu'on a le sentiment, à l'observation primaire, que les choses étaient semblables. Et si je dis ça, c'est parce que sur les activités nautiques, il y a à chaque fois des responsables qui sont eux-mêmes des professionnels et qu'ils ont la capacité à pouvoir apprécier les situations, et que si j'ai bien compris, s'agissant des progrès de la recherche quant à savoir comment éradiquer ou diminuer, aujourd'hui, je suis satisfait de la journée que je viens de passer, je n'ai pas reçu de réponse sur ce point, et donc il va falloir effectivement être dans la gestion du phénomène. Je pense que ce que vous dites est très important, c'est bien cette utilisation participative pour contribuer à l'acceptation du public et puis aussi à la non-prolifération de choses complètement délirantes et fausses, et qu'on a beaucoup plus de mal à contrer que de dire une bonne fois pour toutes dès l'origine des choses vraies, peut-être difficiles à entendre, c'est que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution miracle à des problèmes, mais aussi, ne serait-ce qu'en partant déjà de la surveillance, et qu'on n'a pas non plus de, comment dire, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi, et que le plus de personnes il y aura de concernés et comprenant les éléments, comme ce qui a été fait, donc ce que vous venez d'évoquer dans la présentation à 3 voix, plus on aura de chances d'avoir des gens, voilà, qui réagissent mieux, qui comprennent un peu la situation pour aller de l'avant collectivement. Ça ne solutionne pas, mais au moins ça évitera un certain nombre de problématiques notamment. Merci. Est-ce qu'il y a déjà autre question ou remarque dans la salle? Sinon, tu en as peut-être... Alors, syndicat mixte du Lot, on n'a que Guillaume qui s'affiche, donc qui a levé la main, si vous voulez. Donc, je travaille dans un syndicat de rivière, un syndicat de bassin versant. Je me posais la question sur la biologie des espèces, c'est-à-dire est-ce que, donc si je comprends bien, c'est que de la reproduction végétative, mais on a quand même des successions des espèces. Je me posais la question, quand on ne trouve pas les espèces, où est-ce qu'elles sont, quoi, puisqu'on les retrouve l'année suivante, etc. Et ça me pose aussi la question de la dispersion de tout ça. Est-ce que c'est par voie aérienne, partie, ou enfin, comment ça fonctionne? Attrape le micro pour Muriel. Ouais, parce que si l'autre il marche pas. Je me pose aussi la question de la cause des espèces. Alors, monsieur, les cyanobactéries dans l'eau, c'est normal. Alors, elles y sont. Alors, ce qui se passe dans les lacs, c'est que en plein hiver, vous avez quand même du phytoplancton qui est là, qui est plutôt assez transparent. Ensuite, au début du printemps, vous avez les diatomées qui vont se développer. Quand les diatomées ont fini de se développer, qu'elles meurent, elles relâchent aussi du matériel que les cyanobactéries utilisent pour se développer.
Et puis normalement, si les cyanobactéries à la surface, elles ne rencontrent pas tout le nitrate qu'on y met, ben normalement, elles sont remplacées par les chlorophycées. Et donc l'été, vous avez normalement des chlorophycées, des algues vertes, et puis vous avez encore des diatomées, des algues jaunes, des cyanobactéries qui sont là, mais pas en abondance tel que ça se fait lors des blooms. Donc elles ne sont pas amenées comme ça par l'air ou quoi que ce soit, elles sont naturellement dans les rivières et dans les lacs, c'est normal. Mais donc ma question c'était aussi comment elles se dispersent. Est-ce que c'est que par voie aquatique ou pas? Parce que on a quand même, j'ai l'impression, beaucoup d'espèces cosmopolites. Alors les cyanobactéries dont vous parlez, celles dont on a parlé toute la journée, c'est celles qui sont dans l'eau et il y en a toute une partie qui hiberne dans les sédiments et ça, Delphine Latour, vous en aurez parlé mieux que moi. Mais alors, je vais peut-être sortir un tout petit peu du sujet, mais les cyanobactéries, vous en avez partout, pratiquement partout sur la Terre. Vous en avez dans tous les océans. Vous en avez dans les déserts. Sous les 2 cm de sable, vous avez du Crococidiopsis dans tous les déserts. Oui. Mais moi, je parle pas de l'ensemble des. Je suis bien conscient et j'ai fait des études de biologie, mais là, les cyanobactéries aquatiques qui nous concernent, elles sont aquatiques, donc est-ce qu'elles se dispersent autrement que par les sédiments et le mouvement des sédiments et de l'eau ou pas? Je vais apporter un élément de réponse, si vous voulez. Ouais. Vas-y, Jean-François. Par exemple, ce qu'on a très souvent observé, c'est quand vous avez des blooms de cyanobactéries et que vous avez des canards, par exemple, qui viennent nager sur l'eau, et que ces canards s'envolent, ils vont disperser comme ça des cyanobactéries d'un lac à l'autre. Donc, il y a des flux permanents. Il y a des flux permanents qui sont liés aux activités humaines, mais pas que pour les cyanobactéries. En Nouvelle-Zélande, par exemple, ils ont des problèmes de développement d'espèces de diatomées qui forment des grosses masses gélatineuses dans les rivières. Et ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure des années, le nombre de rivières touchées ne cessait de s'accroître jusqu'à ce qu'ils constatent que c'était les bottes des pêcheurs et des promeneurs qui permettaient la dispersion d'une rivière à l'autre. Et donc maintenant, il est totalement interdit d'aller d'une rivière à l'autre sans avoir lavé ses équipements, etc. Donc vous voyez, il y a tous ces moyens-là de dispersion qui font qu'on va avoir des flux continus comme ça qui vont s'installer d'un écosystème à l'autre par les animaux. Et peut-être même qu'on peut imaginer que pour des petites espèces, il puisse y avoir une dispersion par l'air peut-être aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des dispersions qui se font à travers les mouvements des animaux, par exemple. Okay, merci. Il y a une question dans la salle. Oui, tout en haut. Oui. Ce matin, le deuxième intervenant a parlé du lien qui existe entre la profondeur et la prolifération des cyanobactéries. Je n'ai pas bien compris, donc je reviens là-dessus, sur cet aspect-là, en posant la question de savoir le lien entre la profondeur et le développement des cyanobactéries. Merci. Ah oui, c'était Benjamin, mais il est reparti en plus. Mais je ne sais plus sous quelle forme le lien entre la profondeur et le développement des cyanobactéries, mais vu que c'était Benjamin qui est reparti. Je pense que c'était par rapport à la stratification, non? Oui, c'est ça. À propos des ultrasons, oui. Et la sonopratique. Ouais, mais je sais pas comment. En fait, je crois que ce que Benjamin voulait dire, enfin, a dit ce matin, c'est bon, dans les lacs peu profonds, dans les lacs qui font moins de 2-3 mètres de profondeur, où généralement il n'y a pas de stratification ou alors une stratification temporaire, les cyanobactéries vont se développer dans toute la masse d'eau. Et en fait, les turbulences qu'il peut y avoir dans cette masse d'eau font qu'à certains moments, elles seront plus ou moins en surface, donc elles pourront faire de la photosynthèse, et à d'autres moments, elles se retrouveront un peu plus en profondeur, mais tout ça va tourner, quoi. Ce que Benjamin disait, c'est que dans des lacs plus profonds, comme celui sur lequel il travaillait, là, on a une stratification de la colonne d'eau, c'est-à-dire qu'on a des couches d'eau qui ont des températures différentes, à savoir une couche supérieure qui peut faire quelques mètres jusqu'à 10-15 mètres
qui va être par exemple à 25 degrés en été, et puis en dessous, on va avoir une couche plus froide qui peut aller de 15 mètres jusqu'à, par exemple, 150 mètres dans le lac du Bourget, où la température de l'eau est à 7 degrés. Et vous ne trouverez jamais de cyanobactéries dans la couche profonde parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour faire de la photosynthèse. Donc même s'il y a des cyanobactéries qui sont encore présentes là, elles ne pourront pas se développer. Elles se développeront juste dans la couche chaude de surface où ça va se passer comme si c'était un lac peu profond. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements de turbulence qui font que dans cette couche-là, les cyanos se développeront parce qu'elles seront ramenées à la surface, elles repartiront au fond, etc. Mais ça restera toujours dans cette couche superficielle de surface. Est-ce que c'est plus clair? Je vais peut-être juste ajouter que je pense que la personne qui a posé la question est peut-être la personne de Côte d'Ivoire et qu'effectivement, ce n'est pas des phénomènes qui se développent de la même façon en Côte d'Ivoire où les modifications annuelles de température ne sont pas les mêmes et les stratifications sont de plus courte durée et n'ont pas les mêmes effets sur le fonctionnement du lac. Oui, alors oui, tu as raison de rajouter ça, Catherine, d'autant plus que la grande différence aussi entre vos systèmes en Côte d'Ivoire et les systèmes qu'on a en zone tempérée, c'est que nous, le développement des cyanobactéries, il s'opère pendant 3-4 mois, hein, en gros, enfin peut-être un peu plus, on va dire 5 mois entre juin et octobre, enfin ça dépend si on habite au nord ou au sud de la France, alors qu'en Côte d'Ivoire, pour y avoir souvent travaillé, les cyanobactéries, c'est 12 mois sur 12, quoi, parce qu'on a toujours une température de l'eau à 28 degrés ou ce genre de choses. Donc, il ne faut pas trop comparer d'ailleurs le fonctionnement des écosystèmes tropicaux avec celui des tempérés. Mais n'empêche que, bon, ce qu'il disait ce matin, c'est que ça se développait dans la couche de surface parce que c'est celle où la lumière est quand même un peu accessible. Voilà. Merci. Dans la salle encore, oui. Oui, mais si la question est assez répondue, c'est ma première question. Parce que je veux bien changer le sujet. On a vu plein de présentations par rapport au monitoring, toujours aujourd'hui. Participatif science participative avec tout le monde, c'est absolument important. Quelques exemples de restauration aussi. Mais j'ose poser une question si on ne veut pas encore aller plus loin pour vraiment réduire le phosphore à la source. À la source, c'est-à-dire soit la station épuration, soit l'agriculture. Et c'est une question de mon côté. Un peu provocatif. Qui veut prendre? Non, mais je pense que ça fait partie des débuts de sujets abordés pour EDAP notamment. Ils n'ont pas fait que la zone humide, mais ils ont bien aussi essayé de traiter et de réduire les entrants. Ça a aussi été le cas sur le lac du Bourget, son bassin versant, sur le Léman. On sait que c'est ce qu'il faut qu'il soit fait, mais ça prend un temps plus proche de décennies qu'autre chose, voire plus, suivant la taille des systèmes. Mais oui, tout à fait raison. Ça fait partie des problèmes qu'il faut aborder, de réduire les intrants et pas juste de... oui, il faut qu'on en produise moins pour qu'il y ait moins de problèmes d'arriver dans les systèmes. Ça, c'est clair, oui. Je trouvais tout à l'heure que la démarche qui était présentée par Hyacinthe avec son paysage et le logiciel, de pouvoir identifier peut-être des pratiques de culture, d'élevage qui pouvaient avoir des répercussions et d'avoir des actions parce qu'ils ont des leviers, il fait partie de la communauté de communes ou en tout cas d'avoir dans son réseau et de pouvoir avoir structuré en tout cas une manière d'avoir une politique d'incitation via des subventions, des choses comme ça. J'ai trouvé cette réflexion, il est passé un petit peu vite dessus, mais très, très intéressante, quoi. Ouais, Hyacinthe a dû repartir parce que son train qu'il devait prendre a été supprimé en raison des mouvements sociaux. Donc, il peut pas vous répondre, mais je vais répondre à sa place puisque c'est un programme qu'on co-anime ensemble. C'est le but de nos cyanos, c'est ça, hein, c'est d'identifier les sources de phosphore, surtout de phosphore et puis d'azote éventuellement, mais surtout de phosphore. Et puis après, une fois qu'on aura identifié ces sources, d'aller sur des actions pour réduire, quoi, hein.
Et donc, l'approche de modélisation qui est développée par Dominique Provisan et Sorbonne, elle vise à ça, et elle vise véritablement à cibler les actions et à prioriser les actions en fonction de l'importance relative qu'on va pouvoir donner à ces différentes sources qui auront été identifiées. Donc, on est vraiment dans ce dont tu parles, Claudia. Une autre remarque, Oui, on est gestionnaire d'un équipement public qui est une base de loisirs dans lequel il y a des étangs qui sont ouverts à la baignade et des étangs qui ne le sont pas. On achève une étude de près de 2 ans avec un bureau d'études et puis des prélèvements qui ont été faits aussi par des gens qui, j'imagine, sont dans cette salle. Les conclusions, c'est qu'on n'a pas de charge externe, mais qu'on a sur un des étangs où on prolifère de microcystine une charge interne qui est redondante, résiliente. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des études ou en tout cas des exemples de remédiation, parce qu'on a vu un exemple de remédiation d'une charge externe, est-ce qu'il existe des exemples de remédiation d'une charge interne dans un étang? Le dragage de sédiments ou de curage. Est-ce que Véronique Deluchat est toujours là? Qui ça, pardon? Véronique Deluchat, c'était une participante, elle a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Je crois pas. Non, elle doit être partie, malheureusement. Mais Marion Rabier, peut-être là. Ah. Non, c'est bon. Oui, je suis encore là. Je travaille avec Véronique Deluchat à l'Université de Limoges. Nous, sur les sédiments, on a beaucoup étudié en fait les stocks internes et puis la remobilisation vers la colonne d'eau. Donc, on étudie notamment le fractionnement chimique en fait du phosphore, mais on n'a pas vu, enfin, en tout cas, d'opération visant à restaurer ou en tout cas à diminuer sa charge interne, à part en curant, sachant que quand on cure, généralement on va chercher le sédiment de surface. Enfin, c'est rare d'aller chercher vraiment complètement l'ensemble de la retenue. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un projet avec Limoges Métropole sur une des retenues d'eau qui est utilisée pour produire de l'eau potable, sur lequel justement il y a eu toute une étude qui se termine où l'objectif c'était de diagnostiquer donc sur le bassin versant les sources de phosphore et puis de déterminer aussi sous quelle forme le phosphore est mobilisé, à quel moment de l'année en fonction des conditions hydrologiques, et sur le petit territoire identifier aussi des zones de production, de sources de phosphore. Donc nous on a identifié que le phosphore était surtout mobilisé parce qu'on a travaillé sur différentes formes du phosphore. C'est important aussi de parler de phosphore et de type de phosphore, puisqu'il y a le phosphore dissous, le vrai dissous, et puis il y a tout ce qui est colloïdal et puis particulière. Donc, si on veut mettre en place des actions en entrée de réservoir, il faut aussi savoir ça. Maintenant, après, il y avait aussi des actions sur le territoire. Donc, ce qu'on a mis en avant, c'est que le phosphore était quand même essentiellement sous forme particulière et qu'on avait vraiment l'érosion en fait, qui jouait un rôle très important et notamment finalement des flux érosifs très importants en fonction des zones en fait, sur le bassin versant. Et donc là, on termine le traitement des données, on finalise le projet, donc on n'est pas encore prêt à tout présenter, mais en tout cas, et à l'entrée en fait du plan d'eau, finalement le phosphore arrive sous forme particulière, mais il y a déjà en amont des plans d'eau qui font déjà stockage de phosphore, mais qui appartiennent pas du tout, qui sont pas du tout gérés, ils sont privés, et où régulièrement il y a des chasses en fait, et on récupère tout ce phosphore en nous. Mais après, pour revenir à la question initiale, il n'y a pas 10 000 solutions pour le phosphore sédimentaire à part l'extraire. Et limiter en tout cas que ça continue d'arriver, quoi. C'est surtout ça. Voilà. En tout cas, on n'a pas vu de retour d'expérience sur cette partie-là. Alors sur Bonne, il y a eu un curage justement en parlant de. Ils ont vidangé le plan d'eau en amont du projet. Les sédiments ont été curés, mais pas entièrement, en tout cas sur les zones un peu plus profondes. Et on a constaté qu'il y avait moins de phosphore, donc du coup sédimentaire. Mais sauf on a installé des pièges à sédiments pour voir un peu ce qui continue à arriver, et malheureusement ça continue à arriver puisque il n'y a pas de miracle vu qu'on n'a rien fait sur le bassin versant, forcément ça continue à arriver. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok, merci.
On va passer la parole. Oui, Dominique Trévisan de l'IES. Donc, je travaille effectivement avec Jean-François et puis mes collègues devant moi dans le cadre du projet Nociano. Je voudrais revenir sur la question que vous aviez posée sur comment faire pour limiter les flux d'origine agricole. En réalité, quand on parle de flux agricoles, il faut bien comprendre qu'on a affaire dans les territoires, sur les espaces ruraux, à toute une diversité en fait de fonctionnement d'exploitation agricole. On a des exploitations agricoles qui sont plus traditionnelles, par exemple, d'autres qui sont plus engagées dans des processus d'intensification ou de valorisation de produits. Et à chacun de ces systèmes d'exploitation agricole, en fait, il y a des problèmes particuliers et des solutions particulières, quoi. Donc, sans répandre dans le détail, notre objectif, en fait, c'est quand même d'essayer d'analyser, en fait, la diversité de ces fonctionnements, la diversité des raisonnements, et puis après, partant, donc, de réfléchir avec les différents exploitants, enfin, avec les différents types de fonctionnement d'exploitation, de réfléchir à des solutions qui permettent de contrôler les problèmes. Et les problèmes, ils sont de 3 natures, au moins, quoi. Il y a d'abord la question de quantité de phosphore que les exploitations utilisent. Ensuite, il y a la question de la mobilisation de ces quantités de phosphore. Est-ce que les terres ruissellent ou pas? Et en fonction des techniques culturelles, on n'a pas du tout les mêmes aptitudes à ruisseler ou à pas ruisseler. Et puis, troisièmement, c'est est-ce que quand ça a été mobilisé, parce qu'il y a eu des phénomènes de ruissellement, est-ce que ces quantités sont transférées ou pas dans le réseau hydrographique et vers les récepteurs finaux lacustres notamment, quoi. Et donc là, ça dépend après de l'organisation des mosaïques paysagères. Est-ce qu'on a des haies, est-ce qu'on a des surfaces qui éventuellement peuvent réinfiltrer les lames de ruissellement? Bref, c'est tout un ensemble en fait de processus, quoi, qu'il faut prendre en considération en réalité pour essayer de juguler au mieux les problèmes de contamination, de pollution liés aux activités agricoles, quoi. Oui, on va prendre en distanciel. Ouais, donc, c'est une action globale sur le bassin versant. Et là, il y a plusieurs personnes qui souhaitaient intervenir. Donc, Monsieur Jérémy Palacios de l'ARS. Oui, bonjour. J'avais 2 petites questions. Donc, une eau, pour moi, elle a des caractéristiques intrinsèques de pH, de température, de conductivité. Généralement, c'est assez stable. Alors, ça peut varier, mais généralement, c'est assez stable. Je voulais savoir si déjà, en ayant connaissance du pH et de la conductivité d'une eau, on pourrait être en mesure de se dire, tiens, attention, il peut y avoir une vulnérabilité cyanobactérie parce qu'elle a tel pH, telle conductivité. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, j'ai vu que de manière assez systématique lors de cette journée, il y avait une corrélation directe entre la quantité de cyanobactéries et la chlorophylle A. Et moi, avec le peu de connaissances que j'ai dans le domaine scientifique autour de la chlorophylle A et des cyanobactéries, je pensais que la chlorophylle A n'était pas forcément un indicateur pertinent sur la présence de cyanobactéries, qu'il y avait des choses plus spécifiques pour évaluer les cyanobactéries. Et là, j'ai vu durant cette journée que c'était systématique. La chlorophylle A et les cyanobactéries. Donc, ma question, c'est, ça signifie que la chlorophylle A, elle est un bon indicateur quant à la quantité de cyanobactéries. Voilà. Alors, je peux peut-être essayer. Tu veux répondre? Vas-y. Oui, je peux répondre. Non. Alors, la chlorophylle A, en fait, c'est un indicateur presque indirect parce qu'elle n'est pas produite que par les cyanobactéries, mais aussi par d'autres microalgues, enfin par des microalgues, chlorophycées, etc. Mais là où elle peut être utile, c'est qu'en période de prolifération, on a une dominance des cyanobactéries. Donc, on a peu d'autres producteurs primaires. Donc, dans ces moments-là, elle peut devenir un indicateur un peu plus direct. Et c'est plus facile que la phycocyanine qui peut être plus difficile à extraire. Mais par contre, il est vrai que la phycocyanine, c'est un pigment spécifique des cyanobactéries, donc un indicateur plus direct, mais avec des difficultés de quantification. Voilà, et moins de, voilà. Et votre première question sur le pH, je pense que le niveau trophique, c'est un indicateur plus fiable en fait du risque de prolifération, c'est-à-dire la quantité de nitrate et surtout de phosphore
et de matière organique aussi. Tous les carbones inorganiques dissous sont peut-être plus intéressants à étudier que le pH. Mais bon, peut-être s'il y a d'autres réponses. Non. Okay. Alors, alors, il y avait une autre remarque, Monsieur Laforgue, qui souhaite intervenir, et après, Monsieur ou Madame, je ne sais pas, Idéo. Oui, d'abord, Monsieur Laforgue. C'était pour répondre sur la question en fait des sédiments. Alors, de mémoire, il y a des études qui ont été faites en fait sur des plans d'eau sur lesquels effectivement ils avaient supprimé en fait l'origine externe. Les sédiments étaient relativement chargés en phosphore, ils recrachaient environ 30% en fait du phosphore en fait qui alimentait le plan d'eau, et donc ils entretenaient l'eutrophisation. Donc on peut faire des analyses de sédiments, mais on peut aussi analyser ce qui recrache dans les zones anoxiques en particulier. Donc le phosphore qui est notamment absorbé sur les hydrates de fer et les hydroxydes de fer, et on se retrouve en fait avec des quantifications via des champs benthiques. On peut que qualifier en fait les fluors de relagage. Pour l'extraction en elle-même, effectivement, le curage est une solution, c'est la solution principale, mais déjà, encore faut-il regarder quelle est la méthode, parce qu'on peut le faire, le plan d'eau vide, c'est une première chose, mais on peut le faire aussi en laissant le plan d'eau en eau. Auquel cas, il y a toute la problématique de savoir est-ce qu'on va pas mélanger une partie des sédiments avec l'eau. Donc, il y a un certain nombre de techniques qui existent, qui dépendent de la profondeur, qui dépendent de la granulométrie du sédiment. Donc, il faut regarder au cas par cas, là encore une fois. Il y a aussi des techniques d'inactivation en fait, qui ont été utilisées historiquement, comme l'injection de nitrate de calcium, qui vise en fait à oxyder le sédiment. Bon, c'est pas du tout simple à utiliser, parce qu'il faut le mettre sur toute la surface du sédiment. Derrière, on peut avoir des effets induits, ça peut être inhomogène. Ça a un pas de temps qui peut être relativement court. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on ne réduit pas en fait le niveau trophique du plan d'eau, de toute façon, vu que l'interface entre l'eau et les sédiments, c'est la partie superficielle qui interagit, on va relativement rapidement retrouver des problèmes d'échange aux sédiments et de relargage de phosphore. Donc il faut le regarder globalement, et puis il faut aussi prendre en compte le coût, parce que si on se contente de supprimer que la partie superficielle, on ne règle rien du tout. Curer la totalité des sédiments d'un plan d'eau, ça peut être très très cher. Moi, j'ai fait l'exercice de calcul sur un plan d'eau en Afrique du Nord sur lequel on avait effectivement des quantités importantes de sédiments, et le chiffrage était de 500 millions d'euros. Donc il faut toujours ramener ça en fait à l'intérêt que ça peut apporter. Donc je pense qu'il vaut mieux dans ces cas-là chercher à trouver d'autres solutions, laisser éventuellement les sédiments se recouvrir d'une pellicule qui soit un petit peu moins chargée si on a réglé le problème du bassin versant. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça peut aussi se restabiliser progressivement dans la mesure où il n'y a que la partie superficielle qui interagit. Peut-être une dernière intervention, monsieur ou madame Idéo. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je voulais revenir sur 3 points, en fait. Concernant la valeur de la chlorophylle A en tant qu'indicateur, on en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, mais il nous a été donné, et je vais citer un cas très précis, de constater cette année, pour un plan d'eau que nous suivions, une concentration en chlorophylle A qui était de 8,5 microgrammes par litre, donc qui n'aurait pas nécessité a priori d'investigation supplémentaire, mais l'identification qualitative des familles phytoplanctoniques nous a montré qu'on avait 5300 cellules par millilitre de dolichospermone. Donc nous étions, compte tenu du volume important de ces cellules, au-delà de la règle ANSES, de la norme ANSES de 1 mm3 par litre. Et donc, on s'est trouvé avec nos œuvres d'anatoxine qui s'est révélé positif. Donc, le tout avec une concentration en chlorophylle A de 8,5 microgrammes par litre. D'où, effectivement, il y a peut-être des failles dans le système dans certains cas de figure, et notamment dans ce cas précis. Et voilà, je pense qu'il est important de faire remonter ce type d'informations, parce que, effectivement, l'indicateur chlorophylle A peut être, à certains moments, un faux ami, et passer à côté de certains types de prolifération, et notamment sur ce type de cellules qui ont des très gros volumes. Ensuite, on a beaucoup évoqué aussi les conditions thermiques qui sont favorisantes à l'égard des cyanobactéries. Alors c'est vrai qu'on fait beaucoup de suivi estivaux parce que les activités nautiques et récréatives ont lieu à cette période-là. Mais on a un plan d'eau que nous suivons en région parisienne et que beaucoup connaissent ici, et où on a régulièrement 1 million de cyanobactéries par millilitre en plein mois de décembre. Alors, il ne faut pas oublier que certaines cyanobactéries, telles l'Hypnotrix ou Plantotrix, sont thermotolérantes et
n'ont pas besoin ni d'une grande photopériode, ni de température importante pour proliférer. Et effectivement, il ne faut pas négliger ce risque-là aussi dans le cadre des activités connexes, notamment la pêche ou activités récréatives sur le plateau qui peuvent être pratiquées en hiver, notamment en ce qui concerne la pratique de la voile. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'exposé d'Athos ce matin, qui a permis un peu de clarifier les choses à l'égard des ultrasons, parce que on a eu un vrai son, un vrai retour d'expérience scientifique, alors que d'habitude, effectivement, on a toujours des trucs assez imprécis et plutôt flous. Et effectivement, si on se base sur le retour d'expérience annoncé par les gens qui vendent ce type de matériel, on a souvent des retours de communautés, enfin, en tout cas d'élus ou de responsables ou de maîtres d'œuvre, qui ont du mal à se déjuger quand ils disent qu'ils ont utilisé de l'argent public à mauvais escient, et qui ont tendance à dire oui, si, on a investi de l'argent, mais ça fonctionne. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette démonstration qui montrait qu'effectivement, on était plus sur des remédiations d'ordre cosmétique que sur des remédiations d'ordre véritablement opérationnel. Et je les en remercie parce que c'était objectif et de mon point de vue assez bien fait. Voilà. Merci. Juste oui, un point par rapport à votre remarque sur la chlorophylle. Il faut bien comprendre qu'on a pris ce critère comme étant un indicateur général ou générique et que, comme ça a été évoqué, c'est pas parce qu'on a de la chlorophylle qu'on a beaucoup de cyano ou inversement, si on n'en a pas qu'on n'a pas de cyano. Enfin, c'est juste que c'est une tendance générale que quand on est avec cette quantité de 10 microgrammes par litre sur la base de données qui a pu être traitée à l'échelle de la France, donc dans 6O, pour le rapport de l'ANSES notamment, qu'on a statistiquement une occurrence importante d'une quantité de cyanobactéries présentes. Mais une fois de plus, certaines cyanobactéries, elles portent d'autres pigments et finalement parfois par rapport à d'autres groupes taxonomiques bien moins de chlorophylle A ou B que d'autres pigments. Donc ça pourrait biaiser la quantité par rapport à leur quantité de pigments chlorophylle A. Absolument d'accord avec cette analyse. Le seul truc, c'est qu'effectivement, si l'arbre décisionnel repose a priori, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps, sur le dosage a priori de la chlorophylle A, on peut passer à côté de certains phénomènes. Oui, mais comme je trouve que ça a été bien montré aussi ce matin par les ARS, c'était que pour les sites qui sont connus pour avoir des problèmes de cyanobactéries, ils s'affranchissent de cette étape justement pour aller directement à la phase de détermination, enfin d'identification, voire de quantification, parce qu'ils savent que, voilà, quelle que soit la valeur, qui est, je répète, juste un indicateur générique, cette chlorophylle, bon, on peut s'en passer, ils gagnent du temps et de la pertinence dans leur évaluation. Donc, en ce sens, ça se tient, oui. Tout à fait d'accord. Et pour revenir sur votre remarque sur l'exploitation des données, en fait, sur le suivi des actions, on a eu plusieurs discussions là, ce midi avec différentes personnes qui notent aussi qu'elles ont pu faire des mesures suite à des actions curatives, mais les données ne sont pas forcément exploitées. Et donc, c'est vrai un besoin d'exploitation de ces données et puis d'uniformisation et d'échange, en fait, pour vraiment mettre ça, rendre ça public et de partager ces retours d'expérience. Oui, et plus largement. Ça ne marche pas bien, non, c'est bon. Laura qui est là. Et après, je pense qu'on s'arrêtera peut-être là-dessus, mais ouais. Le temps après. Il reste à manger. Hein. Oui. Je ne sais pas si on n'a pas la main pour les allumer ou les éteindre. Il est parti. Ça marche plus. Je vais répéter, si vous voulez bien. Désolé, on va faire en 2 temps pour que les gens en ligne, parce qu'il y a encore pas mal de monde connecté. Juste pour compléter, effectivement, on a discuté de ces données. Je ne dirais pas qu'elles ne sont pas exploitées, mais un peu comme Athos a pu présenter un suivi de qualité de performance d'une illustration. Nous, en tant que bureau d'études, on est confronté à des sites où il y a différents équipements en place. On fait de la donnée et que nous, on exploite, mais ça pourrait être intéressant pour la partager. Parler des données que nous, on crée, mais que finalement, on garde, mais on n'a pas de partage. C'est toute la problématique des données, comment elles sont acquises. Est-ce qu'elles sont acquises suivant un protocole qui est normé? Est-ce qu'elles sont bancarisables?
dans quelle manière, comment on les organise, comment ça peut être la même chose avec la science participative, c'est pas une qualité de données dont on a l'habitude de traiter, mais comment on intègre ça dans un processus et qu'on va orienter nos recherches et nos actions par la suite avec ce type de données. On va conclure là, je te laisse. Et il me reste à vous remercier. Je pense qu'il y aurait encore pas mal de choses à dire. On a choisi de prendre plus de temps pour discuter et pas avoir de mot de la fin. Et je vais quand même faire un mot de la fin. Ce serait que je pense qu'on a discuté avec plusieurs personnes ce midi qui étaient très intéressées, qui disent il faudrait faire plus de jours, il faudrait faire plus souvent de ce type d'activité. Donc ça nous incite, je pense, à faire au moins l'année prochaine ou à réfléchir à comment reproduire ce type de rencontre, comment le formaliser. Et là, on est un petit peu ouvert à toutes les propositions pour accompagner des gens qui voudraient mener d'autres types d'échanges et prolonger un petit peu ces choses-là. On va en tout cas lancer, nous, les réflexions pour voir quand est-ce qu'on va reproduire au moins ce type d'échange. Et il me reste à vous remercier pour vos participations. Merci à tous les orateurs. Merci à eux, on peut les applaudir. Merci à vous d'avoir bravé les grèves et d'être venus ici, et tous ceux qui étaient en ligne, parce que vous étiez très nombreux en ligne aussi. Donc ça montre que le mode hybride fonctionne plutôt bien techniquement, donc on va quand même continuer. Plus de 200 personnes connectées, là encore, il y a voilà. une petite heure. Donc, Au final, on l'entendait assez bien, donc merci à la technique encore, et merci à vous, et à bientôt. Merci bien, et bon retour à tous. Merci en ligne à tous les écoutants, on va dire.